parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors, on avait parlé des probabilités conditionnelles, j'avais fait une petite vidéo supplémentaire, donc pour les nouveaux, je suis désolé, mais je ne veux pas faire à chaque fois un retour en arrière sur tout ce qu'on a raconté, donc mettez-vous à jour en lisant. Donc avant de poser vos questions, essayez de voir si vous arrivez à suivre en lisant ce qui est marqué sur l'UV et ce qui est marqué dans Teams. J'ai mis plein de choses. Si vous avez des questions, vous écrivez à vos délégués ou à des gens que vous connaissez, et vous pouvez aussi m'écrire à moi. Je suis disponible, mais voilà, essayez de d'abord vérifier que vous vous êtes bien mis à jour avec ce qui était disponible. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui demandait... Quelqu'un sait désactiver les notifs des autres quand on a envoyé un message avant? Écoute, ça je sais pas. Arthur, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Donc, on avait fait le cours sur... on avait défini ce qu'était une probabilité de façon abstraite. Donc une probabilité, c'est juste une règle qui permet d'assigner des probabilités à des événements. Donc c'est une façon d'assigner des nombres entre 0 et 1 qui sont un reflet à la fois d'une réalité mathématique et d'une réalité, physique de l'expérience que vous regardez. Puis on a un peu chipoté avec tout ça, et on avait introduit une notion extrêmement importante qui était la notion de probabilité conditionnelle. Et donc, on cherche à calculer la probabilité d'un événement étant donné qu'un autre est arrivé, et là, vous ne devez absolument pas réfléchir. La façon de calculer cette probabilité extrêmement importante, c'est de dire que la probabilité de A sachant B, la probabilité de A sachant B, par définition, c'est la probabilité d'avoir à la fois A et B divisé par la probabilité de B. Alors, il n'y a pas une notion, il n'y a pas d'intuition, il y a de l'intuition pour comprendre cette définition. On avait donné un petit peu de cette intuition pendant le cours précédent. Mais en fait, je ne vous demande pas votre opinion. La seule façon cohérente de calculer la probabilité d'un événement étant donné à un autre, c'est d'utiliser cette formule-ci, qui est très très simple, mais qui est à la base de tout en fait. Et donc ça permet de calculer des probabilités d'événements extrêmement complexes. Parce que P de A sachant B, ça peut être des événements qui sont imbriqués de manière extrêmement délicate. Probabilité d'augmentation du nombre d'hospitalisations, sachant qu'on a fermé les bars à 22h plutôt que 22h30, etc., etc. Ce sont des probabilités extrêmement complexes qui sont traduites en termes de probabilités un peu plus simples. Donc P de A et B divisé par P de B. Ou inversement, ça permet d'inverser la relation en disant tiens, parfois il est plus simple de calculer P de A sachant B que P de A et B. Et alors, grâce à la relation qui est ici, si je multiplie ce gars-ci ici, j'ai quoi? J'ai la formule P de A et B, c'est P de A sachant B fois P de B. Donc ça, c'est la deuxième formule de base, qui est ici. Et évidemment, mais je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, cette formule-ci, je peux échanger les rôles de A et de B. Je peux remplacer A par B et B par A. Ça ne va pas changer. A et B ou B et A, c'est la même chose. Par contre, celui-ci va changer au dénominateur. Et donc, si j'inverse les rôles de A et de B, j'ai que P de A et B, c'est aussi P de B sachant A fois P de A. Est-ce que tout le monde voit la formule en vert clair? D'où elle sort? Nickel. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur la notion de pertinence. Il y a des événements qui sont liés. Des événements A et B quelconques vont avoir des influences les uns sur les autres. Si on a A et B, deux événements, A va influencer B et vice-versa. Et on avait parlé de pertinence positive ou négative d'un événement envers un autre si on dit que si on a que P de A sachant B est plus grand que P de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A a plus de chances d'arriver lorsque B est arrivé que tout seul. Ça veut dire que B a une influence positive sur A. L'occurrence de l'événement B va influencer positivement la probabilité d'occurrence de l'événement A. Par exemple, quelle est la probabilité de tirer je reprends l'exemple des jeux de cartes parce qu'il est facile. Si je prends un jeu de cartes classique, la probabilité de tirer une carte pique, c'est une chance sur 4.
il y a 13 piques sur 52 cartes possibles. Quelle est la probabilité de tirer une carte pique? Oh, je ne sais plus dessiner. Quelle est la probabilité de tirer un pique, sachant que j'ai tiré une carte noire? Bah ça, si on y réfléchit intuitivement, il y a plus de chances de tirer un pique si on sait déjà que la carte est noire que si on n'a pas cette information. Sans faire aucun calcul, si on a déjà tiré une carte noire, quelle est la chance que ce soit un pique? All things being equal, bah c'est une chance sur deux. Donc ça, je l'ai fait à l'intuition. Tout le monde voit cette intuition? Que si on a déjà tiré une carte noire, la probabilité que ce soit un pique passe à 1 sur 2. Parfait. Et si on le calcule, bah, c'est la probabilité de tirer un pique et une carte noire divisé par la probabilité de tirer une carte noire. Bah, la probabilité de tirer un pique et une carte noire, bah, c'est simplement la probabilité de tirer un pique, c'est-à-dire une chance sur 4. La probabilité de tirer une carte noire, c'est une chance sur 2. Bah, ça fait bien 2 chances sur 4, ça fait bien une chance sur 2. Ok? Ah, Margot Mans, tu dis non, non, non. Si je te dis que, donc, faisons un petit dessin, tu as les cartes rouges et les cartes noires, tu as 52 cartes, tu as les cartes rouges et les cartes noires, et parmi les cartes rouges et les cartes noires, tu as la moitié des rouges qui sont, peut-être en rouge, la moitié des rouges qui sont des cœurs, la moitié des rouges qui sont des carreaux, et la moitié des noirs qui sont des piques, et la moitié des noirs qui sont des trèfles. Ça tu vois? Ok. Si je te dis qu'il y a la probabilité de... Donc on s'intéresse à pique, donc on s'intéresse à celui que je viens de colorer en jaune. Quelle est la probabilité de tirer une carte pique? Bon, au total, c'est une chance sur 4. Ça, tu le vois? Oui. Maintenant, si je te dis... Bon, en fait, tu dois plus t'inquiéter de cela. On sait déjà que la carte est noire. Quelle est la probabilité que ce soit un pique? Bah, une chance sur 2. Parce que tu sais déjà que tu es dans les noirs. Oui? Parfait. Alors, ce qui va être intéressant, c'est pas spécialement d'avoir des événements qui s'influencent, parce que ça, il y en a plein et c'est compliqué. Ce qui va être intéressant pour nous, et on avait terminé le cours précédent là-dessus, c'était que ces probabilités, ces calculs de probabilité vont nous permettre de définir de façon non ambiguë la notion d'indépendance entre événements. On dira que deux événements sont indépendants, pas si on a l'impression que machin n'influence pas l'autre. Ça, c'est trop compliqué. On ne demande pas votre intuition. On dira que deux événements sont indépendants si leur probabilité jointe se factorise en le produit des probabilités marginales. Et ça va être extrêmement important pour la suite. Pas spécialement dans le cadre de ce cours-ci, parce que dans ce cours-ci, on ne va pas faire grand-chose, mais dans la suite de votre cursus, souvent, tous les modèles qu'on construit sont basés sur une notion d'indépendance d'événements. Des événements indépendants, ça permet d'avoir des calculs qui vont se faciliter grâce à cette factorisation qui est ici. Donc ça, c'est une propriété extrêmement importante. Et clairement, on a l'équivalence de P de A et B égale P de A fois P de B, c'est équivalent à ce que je vais mettre en jaune ici et ce que je vais mettre en jaune ici. Je crois qu'on avait déjà prouvé ça au cours précédent, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ça va? Donc de ce chapitre-ci, de cette section au chapitre-ci, vous devez retenir la définition d'une probabilité conditionnelle, les différents théorèmes et leurs preuves, la notion d'indépendance d'événements, et avoir une idée d'exemple que je pourrais vous demander de construire deux événements qui ne sont pas indépendants, construire deux événements qui sont indépendants 2 à 2, mais pas indépendants 3 par 3, ou ce genre de choses. Ok? Alors on va terminer ce chapitre probabilité avec des petits calculs X. Qu'est-ce que tu ne comprends pas que j'ai écrit? Où ça? Ici en gris? Ceci? Donc ce que j'ai écrit avec ma très très belle écriture, c'est que l'indépendance d'événements
ça se traduit en français en disant que la probabilité jointe de deux événements indépendants se factorise en le produit des probabilités marginales. C'est mieux? Je vais peut-être le réécrire plus proprement. C'est vrai que j'ai vraiment une écriture de... Ouais, une pas très belle écriture. Donc je le réécris plus proprement. La probabilité jointe se factorise en le produit. Donc jointe parce qu'on regarde ce qui se passe conjointement. Et ça se factorise dans le produit des probabilités marginales. Marginal, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se passe dans les marges, c'est-à-dire c'est lui tout seul et lui tout seul. C'est mieux? Ok. Alors, quelques petites règles extrêmement utiles. Ben, la première, on l'a déjà prouvé. En fait, toutes les règles sont vraiment triviales à obtenir. C'est juste, on joue avec la définition de probabilité. On joue avec la définition de probabilité conditionnelle. Mais elles sont terriblement utiles. On ne va pas y passer beaucoup de temps pendant le cours théorique, mais vous allez les manipuler énormément en cours pratique. Et il y aura d'office une question d'examen sur la règle de Bayes et la règle des probabilités totales qui viennent tout de suite. Donc la première proposition que je vous donne, mais qu'on a déjà prouvé, ce qu'on appelle la règle des produits, c'est que si vous avez deux événements A et B d'un même espace probabilisé, ça veut dire que c'est juste deux événements qui peuvent vivre conjointement, donc c'est pas un événement associé à un jeu de cartes et un événement associé à un lancer de bus. Si ces deux événements peuvent vivre conjointement, leur probabilité jointe, c'est toujours le produit de la probabilité marginale de l'un fois la probabilité conditionnelle de l'autre. Et ici, on l'a déjà dit, mais je peux le réécrire, ça évidemment sous la forme P de B sachant A fois P de A. Tout le monde est content avec cette première formule? Nickel. Donc par exemple, on tire deux cartes sans remise dans un jeu de 52, qui a la probabilité d'avoir deux cœurs. Donc c'est la probabilité d'avoir cœur au premier lancer et cœur au second lancer. Ça, c'est un événement compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça compliqué. Mais je peux évidemment le factoriser en la probabilité d'avoir un cœur au premier lancer fois la probabilité d'avoir un cœur au second lancer, sachant qu'on a eu un cœur au premier lancer. Alors la première probabilité, c'est facile, il y a 13 chances sur 52. Et la seconde, elle est facile aussi, parce que si on a déjà tiré un cœur, il nous reste 51 cartes et 12 cœurs. Ça va à tout le monde ce que je viens de faire là? Pour ceux d'entre vous qui ont fait des probas, qui n'ont pas fait zapper ça cause Corona, c'est ce que vous avez fait avec vos arbres. À l'école, vous apprenez ça avec des arbres. Donc on a... je sais plus, j'ai jamais réussi à faire des arbres. Et donc c'est ce que vous avez fait avec des arbres. Alors, on peut évidemment aller plus loin. Quelle est la probabilité d'avoir 3 pics d'affilée? Donc quelle est la probabilité d'avoir pic... Je vais tricher, je vais... Bon, je vais faire mon dessin une dernière fois. Donc comment on fait encore? Comme ça. Donc pic 1... pic 2, pic 3. Donc la probabilité d'avoir 3 pics d'affilée, bah, c'est la probabilité d'avoir un pic au premier lancer fois la probabilité d'avoir un pic au deuxième et un pic au troisième, sachant qu'on a eu un pic au premier lancer. Oui, mais là, on a... oui, j'ai oublié un... C'est un et, c'est un... Je sais pas comment on dit ça en français. Un ampersand. Désolé, Laila, je sais pas si tu as déjà assisté à mon écriture, mais c'est un... Ouh, joli ça. Une éperluette. Esperluette. C'est quoi, c'est esper ou éperluette? Esperluette, Wikipédia m'a dit. Merveilleux. Vous êtes merveilleux.
Ben, on en apprend tous les jours. J'ai dit que j'ai une excuse, je suis anglophone. Donc, Leïla, maintenant je peux te répondre correctement. J'ai mis une esperluette entre mes petits cœurs là, et ici. Donc je continue. Là, j'ai simplement appliqué ma règle des produits avec maintenant un événement composé, c'est celui-ci. Et puis je recommence. Sur celui-ci, je peux dire, ça c'est la probabilité d'avoir un cœur au premier lancer, un pic au premier lancer, pardon. Suivi de la probabilité d'avoir un pic au second lancer, sachant que j'ai eu un pic au premier lancer. Suivi de la probabilité d'avoir un pic au troisième lancer, sachant que j'ai eu un pic au deuxième et au premier. Quelqu'un veut rejoindre. Ok. Et donc ceci c'est quoi? C'est 13 chances sur 52, suivi de... Je vais peut-être mettre ça en dessous ici. Voilà. 13 chances sur 52, suivi de 12 chances sur 51, suivi de 11 chances sur 50. Ça va à tout le monde le calcul que je viens de faire? Donc c'est quelque chose que vous faites déjà de manière un peu intuitive depuis l'école en fait, hein, ce genre de choses-là. Ça vient d'un théorème. Alors Christine, non. Donc si tu oublies les formules, donc oublie tout ce que j'ai raconté ici, oublie tout ça, et sers-toi de ton intuition. Quelle est la probabilité d'avoir 3 pics d'affilée? C'est d'avoir un pic au premier tour, ceci. Ensuite, sachant que j'ai déjà tiré une carte, il ne me reste plus que 51 cartes. Si c'est déjà un pic, que la deuxième soit aussi un pic, il ne me reste plus que 12 chances sur 51. Et si les deux premières sont déjà des pics, il ne me reste plus que 11 pics à tirer par mes 50 cartes. C'est mieux? Bon, pas de réponse. Non, si je regarde la formule exacte, donc la règle des produits, si je veux détailler, la règle des produits, on va se regarder ce qui se passe. Est-ce qu'à l'examen on peut mettre que notre intuition? Oui, si ton intuition fonctionne, tu peux la mettre. Mais si je te demande une preuve, non. Donc pour la règle des produits, la première c'est facile, P de A et B c'est P de A fois P de B sachant A, ça vient simplement de la définition. Si maintenant j'ai P de A et B et C, ça va être quoi? Ça va être P de A fois P de B et C sachant A. Ça c'est simplement... ça vient de ça. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais garder mon P de A. Et pour le troisième, je vais appliquer la définition. Ok. Je vais simplement... pardon. Pour celui-ci, maintenant je vais le gérer séparément. Donc ce que je veux voir, c'est que P de B et C sachant A, c'est en fait P de B sachant A fois P de C sachant A et B. Et là, je développe quoi. Donc le membre de droite, c'est P de A et B sur P de A. Et ça, c'est P de A et B et C sur P de A et B. Et ici, j'ai quoi? J'ai P de A et B et C divisé par P de A. Attendez, j'ai mis un égal beaucoup trop tôt. Voilà. Donc, je suis en train de regarder la formule qui est ici. Et j'essaie de la traduire en ce qui va devoir être la formule qui est ici.
en ce que je veux ici. Et donc pour vérifier que ça marche, qu'est-ce qu'on fait? On prend le membre de gauche qui est... Pardon, on regarde cette formule-ci, là, et je me pose la question de est-ce que ça c'est bien égal à ceci? Et donc qu'est-ce que je fais? Je développe ça, par définition ça me donne ceci. J'ai peut-être pas besoin de tout mettre en couleur. Donc celui-ci, par définition ça me donne celui-là. Et celui-ci, ce produit-là, celui-là par définition c'est ça, et celui-là par définition c'est ceci. Et après, je peux simplifier, je crois. Oui. Ça et ça marche. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne bien l'égalité. Parce que effectivement, le membre de gauche ici est bien égal au membre de droite ici. Margot Mans, est-ce que à l'examen en tant que preuve on peut faire la méthode des arbres? Bien sûr. Ahmed, tu as des bugs de Wi-Fi, est-ce que le cours est enregistré? Oui, il est enregistré. Le X, c'est le signe intersection. Où est-ce que tu vois un X? Je vois pas de X. Mona. Mona, tu as disparu? Je suis désolé, je ne vois pas de X. Bon, je continue. Le signe de multiplication... Non, la multiplication c'est la multiplication et l'intersection c'est l'intersection. Je suis pas sûr de comprendre ta question, je suis désolé. Alors le développement que je viens de faire pour la règle des produits, c'est une démonstration à connaître? Oui. Donc ici je vous donne la démonstration pour le passage de 2 à 3. De façon plus générale, mais ça c'est pas à connaître. De façon plus générale, P de A1 et A2 et 3 petits points et à n, si on en a n d'affilée, si on a n événements d'affilée, ça va être quoi? Ça va être, il faut juste retenir la façon de fabriquer, sans que c'est votre arbre en fait que vous fabriquez, mais ici en formule. On a P de 1 fois P de A2 sachant A1, je mets une petite croix pour la multiplication, fois P de A3 sachant A1 et A2, fois 3 petits points, fois... fois P de AN sachant A1 jusqu'à AN-1. Et cette formule, c'est la formule de multiplication, c'est la règle de multiplication des produits générale. Donc pour un nombre indéterminé, mais fini d'événements, non nécessairement indépendants. Une petite remarque. Si les événements sont indépendants, alors on a quoi? On a que la probabilité de leur intersection ce sera le produit des probabilités marginales. Comment vous avez démontré le terme de gauche, la démonstration des règles de produit? Lina, donc c'est celui-ci? Oui, j'ai juste appliqué la définition. Donc P de machin sachant machin, c'est P de l'intersection des deux. Donc B, C inter A. Si tu veux, je peux peut-être le réécrire dans le bon ordre, c'est peut-être moins perturbant. B et C inter A divisé par P de A. Ça va? Et B et C inter A, c'est B et C et A. C'est mieux? Ok. Je crois que c'est un chouette exercice en fait pour vous. Exercice
Par exemple, exercice que je vous laisse faire. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, ou vous appelez vos assistants, ou vous appelez entre vous. Démontrer la règle des produits pour n égale 3. Donc pas la démonstration par récurrence. Ceux d'entre vous qui ont envie de le faire par récurrence, ils peuvent, mais je pense que certains d'entre vous n'ont pas vu la démonstration par récurrence à l'école, et je ne vais pas la revoir avec vous, donc je ne vous demande pas ceci. Mais essayez de démontrer, de trouver une démonstration de la formule pour n égale 3. Alors une deuxième règle absolument primordiale, c'est la loi des probabilités totales. Donc ça, c'est la règle la plus utile qui soit. Qui dit quoi? Qui dit que si vous avez A et B, deux événements quelconques, vous avez toujours l'occasion de décomposer l'un en termes de l'autre. Donc, loi des probas totales. C'est plutôt ça votre arbre, je crois. Vous avez un événement A et vous regardez suivant que B a lieu ou B n'a pas lieu. Donc, s'il a lieu, ça vous donne ceci. A sachant B. Et s'il n'a pas lieu, ça vous donne A sachant que B n'a pas eu lieu. Un truc comme ça. Alors moi, je préfère la formulation en termes de formule de maths, qui dit quoi? Qui dit que P de A, c'est P de A sachant B fois P de B, plus P de A sachant que B n'a pas eu lieu, fois P de que B n'ait pas eu lieu. C'est ça l'arbre, oui. Donc cette formule-ci, elle est cruciale. Pas spécialement... Aurons-nous des démonstrations à faire à l'examen quand nous n'avons pas fait ensemble? Oui, mais c'est ce que j'ai déjà dit au premier cours, mais je suppose que tu n'étais pas là. Si je vous pose une question, faites-moi confiance, c'est que je sais que vous savez la faire. Donc s'il y a une démonstration à faire, elle sera, et qui n'est pas faite au cours, elle sera très proche de ce qu'on nous aurons fait au cours. Donc, ne t'inquiète pas trop, tu dois surtout pas t'inquiéter. Mon but n'est pas du tout de vous faire rater. Bien au contraire. Mais donc il n'est pas impossible que je te demande de démontrer, par exemple, la règle des produits pour n égale 3. Ça va? Donc comment est-ce qu'on voit cette loi des probabilités totales? La preuve est presque triviale. Parce qu'on sait que P de A, c'est P de A en intersection avec oméga. Parce que oméga c'est le tout et A inter oméga c'est simplement A. Mais oméga c'est aussi par définition B en union avec son complémentaire, vu que tout est soit dans B complémentaire. Et puis là, on utilise le fait que ça, c'est la probabilité de A inter B en union avec A inter B complémentaire. Et là, maintenant, on va utiliser la règle de la somme. Ces deux événements sont disjoints. Donc cet événement-ci et celui-là sont disjoints. Donc je peux séparer la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. Et puis après, j'applique la règle des produits. Ça va tout le monde? Ok. Donc par exemple, c'est utile, ceci, c'est incroyablement utile. Vous n'avez pas idée, mais un exemple trivial que vous avez peut-être déjà vu, c'est vous tirez deux cartes sans remise dans un jeu de 52, quelle est la probabilité que la deuxième soit un cœur? Ça dépend de la première, donc c'est la probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première est un cœur, fois la probabilité que la première soit un cœur, plus la probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première n'est pas un cœur, fois la probabilité que la première n'est pas un cœur. Et là, maintenant, on est content parce que toutes les probabilités sont faciles à calculer. La probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première... Pardon, Amar Lili, tu dis, je ne comprends pas bien le passage, la deuxième ligne et la troisième. Donc ça, c'est la deuxième.
Et ça, c'est la troisième. C'est ça? Donc c'est le passage ici? Oui, ça c'est tout bête. Donc c'est normal que tu ne comprennes pas, parce que c'est un truc auquel, une fois qu'on le voit, on ne peut plus le dévoir. Donc c'est juste, on utilise le fait que A inter B union C, bah, c'est les règles ce sont les opérations ensemblistes sur les ensembles. Donc si tu prends l'intersection de A avec B union C, c'est comme si tu prenais l'union de l'intersection de A et de B avec l'intersection de A et C. Si tu veux voir ça un petit peu plus simplement, tu peux imaginer les règles que tu connais de ton école secondaire, de quand tu étais même en début secondaire. A fois B plus C, c'est AB plus AC, c'est la distributivité. C'est mieux? Ok. Et donc maintenant on revient ici, toutes ces probabilités sont faciles à calculer. La probabilité que la première carte soit un cœur, bah ça c'est une chance sur 4, 13 chances sur 52. La probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première est un cœur, bah c'est 12 chances sur 51. Et la probabilité que la première carte ne soit pas un cœur, bah c'est 39 chances sur 52. Et la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première n'est pas un cœur, c'est 13 chances sur 51. Je crois que j'ai pas fait d'erreur. Tout le monde est d'accord avec ceci? Théodore, oui, la règle des produits, c'est une bête réécriture de la définition de probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on avait déjà dit. Mais t'as raison. C'est même pas c'est même pas un théorème, c'est juste une réécriture de la définition. Et donc, si certains d'entre vous veulent faire des arbres, on a... Non, je vais pas le faire. Mais vous avez probablement résolu ce genre de questions aussi en faisant des arbres. Le 12 sur 51, il te demande d'où vient le 12 sur 51. C'est celui-ci. Bah, attends, je vais peut-être mettre des petites couleurs. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, j'aime bien le Technicolor. Ça, c'est ça. Et un petit peu de brun, ça fait toujours du bien. Bizarre comme phrase. Voilà. Donc, celui-ci, c'est celui-là, ça te va? Donc, Yasmine, on recommence. Tu tires deux cartes d'un jeu de 52, donc tu as un jeu classique, tu tires deux cartes et tu demandes quelque chose sur la deuxième. Quelle est la probabilité que la deuxième saute un cœur? Ben, pour que la deuxième saute un cœur, ça dépend de la première. Soit la première était un cœur, soit la première n'était pas un cœur. Donc la première carte, c'est soit un cœur, et je vais essayer de faire un arc quand même, soit c'est pas un cœur. Et une fois que la première carte est un cœur, la deuxième, elle peut être soit un cœur, soit pas un cœur. Et même chose ici. Donc c'est soit un cœur, soit c'est pas un cœur. Comme ça. Et toi, tu t'intéresses à la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, donc tu t'intéresses à la probabilité de ceci. Ben, il n'y a que deux façons de faire pour que ce soit un cœur, c'est soit cette branche-là de l'arbre, soit cette branche-ci de l'arbre. Et donc ma formule ne fait que écrire ça de façon formulaïque. C'est-à-dire l'arbre que certains d'entre vous préfèrent, ben, il se résume à cette formule de probabilité totale. C'est mieux? Alors, l'arbre est chouette parce que c'est une bonne méthode d'enseignement pour le secondaire. C'est quelque chose de facile et intuitif à voir, mais en fait, c'est pas si puissant. Ce qui est beaucoup plus puissant, c'est d'avoir les formules, parce que par exemple, cette formule peut se généraliser ici à la loi des probabilités totales qui se divise sur beaucoup plus qu'une paire d'événements. On a la loi totale ici, la loi véritable ici, c'est de dire que la probabilité de A, n'importe quel événement, peut se décomposer en une somme de probabilités conditionnelle à, bah on prend, au lieu d'avoir deux événements, on peut en avoir, au lieu d'avoir B et B complémentaires, on a une foultitude d'événements possibles. On peut décomposer en E1 jusqu'à En. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, donc loi des probabilités totales, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, dans cet exemple-ci, on avait oméga qui était là, on avait B qui était là, et on avait décomposé en soit B, soit son complémentaire. Comme ça. Et on avait dit ben, avec ces deux options-ci. Pour la loi des probabilités totales générales, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qui s'appelle une partition de oméga.
on divise oméga en plusieurs parties, E1, E2, E3, E4, E5, E6, etc. Et donc on a différents événements, E1, E2, E3, E4 jusqu'à En. Les EI forment ce qui s'appelle une partition. Une partition de oméga. Puis après, on applique simplement les définitions. P de A, c'est P de A inter oméga. C'est P de A. Donc ça veut dire quoi une partition? Ça veut dire que leur union, c'est oméga. Donc ici, je remplace oméga par l'union. Alors attention, la formule est un peu plus compliquée maintenant, mais c'est la même idée. Donc le passage ici, on remplace simplement oméga par l'union. Le deuxième passage, c'est qu'on utilise les règles des opérations ensemblistes pour dire que A intersecté avec une union, c'est l'union de toutes les intersections. Donc le passage d'ici à ici, d'ici à ici, c'est utiliser simplement le fait que, quelque part, si je refais l'analogie avec les produits, A fois E1 plus En, c'est bien entendu égal à A fois E1 plus A fois E2 plus A fois En. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est A fois la somme. Et ça c'est la somme des A fois EI. Et donc pour la même raison, la distributivité des opérations ensemblistes, on a effectivement que la probabilité de A en intersection de l'union, c'est la probabilité de l'union des intersections. Maintenant, ces événements sont tous disjoints, donc je peux appliquer l'axiome des probas qui dit qu'une probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités individuelles. Pourquoi est-ce qu'ils sont disjoints? Ils sont disjoints parce que les EI forment une partition, c'est-à-dire que EI inter EJ, c'est le vide. Il n'y a rien entre EI et EJ. Et là, j'ai quoi? Là, je vais simplement appliquer ma définition, donc ma règle des produits. C'est la probabilité de A sachant EI fois la probabilité de EI complémentaire. Et donc, j'ai appliqué la règle des produits. Donc ça me donne la loi des probabilités totales générale. Ok? Et la dernière règle que vous devez connaître et chérir avec un amour quasiment infini, c'est ce qu'on appelle la formule de Bayes. Et cette formule, il y a quelques années, elle était en train de changer les probas. Maintenant, c'est fait, elle a changé les probas. Vous n'allez pas voir les stats comme moi je les ai vus à mon époque, parce que maintenant on fait plutôt des stats bayésiennes. Et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais ça se base sur cette bête formule qui est ici. Et cette bête formule, il n'y a rien à retenir en fait. C'est vraiment une formule qui est simplement une application de la définition. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donc ici, question dans le chat, pourriez-vous, s'il vous plaît, réexpliquer ce que vous avez écrit en gris à droite? C'est juste, donc ce que j'ai écrit en gris à droite, c'est pour expliquer comment on passe de ceci à ceci. Donc c'était juste, je disais juste, en fait, pour le voir, si on prend un nombre réel fois une somme, le nombre réel fois la somme, il peut rentrer dans la somme. Ça va? C'est juste la distributivité de la multiplication dans l'addition. Et ceci, en termes d'ensemble, c'est ce que j'ai fait en rouge ici. Ça va? Et donc maintenant la règle de Bayes. La règle de Bayes. Le nombre réel est symbolisé par un O. C'est un A. J'ai une très mauvaise écriture. C'est un A. Ah, pardon, tu as tout à fait raison. Quelqu'un m'a dit que j'ai fait une faute. Oui, Eline, effectivement, c'est pas des EIC, c'est juste EI. J'ai écrit une bêtise, je sais pas ce qui m'a pris. P de A et EI, c'est P de A sachant EI fois P de EI. J'applique bêtement la règle des produits. Ceci, par la règle des produits, c'est égal à ça.
Donc merci beaucoup. Je t'offre un petit cœur. Ok, donc la dernière formule de ce chapitre que vous devez connaître, c'est la règle de Bayes. Et cette formule, elle permet de faire quoi? Elle permet de faire quelque chose d'extrêmement subtil. Si je vous dis quelle est la probabilité de A sachant quel est le lien entre la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A, en fait, c'est pas du tout la même chose. Jamais, c'est la même chose. Par exemple, quelle est la probabilité que la deuxième carte tirée soit un cœur, sachant que la première est noire. Ça c'est quelque chose. Et si je regarde maintenant la probabilité que la première carte soit noire, sachant que la deuxième carte tirée est un cœur, peut-être quand vous êtes... Oui, je vais faire une vidéo de cet exercice 20 du premier TP. Ça n'a rien à voir avec le cours, mais... donc ces questions-là, tu peux les réserver pour un autre moment, parce que tu décales le cours. Donc évidemment, c'est une question légitime. Mais donc ici, dans le chat, pour ceux qui regardent que la vidéo, il y a quelqu'un qui me demande si je vais faire une vidéo de la démonstration de l'exercice 20 du premier TP. Oui, mais pas là maintenant. Là, je suis en train de donner le cours. Alors, si je regarde l'événement, je tire 2 cartes d'un jeu de 52. Je regarde l'événement, la deuxième carte est un cœur et l'événement, la première carte est noire. Quelle est la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première est noire? Ça, on a déjà vu, ce genre de choses. Il me reste 13 cœurs divisé par 51 cartes. Et quelle est la probabilité que la première carte soit noire, sachant que la deuxième est un cœur? En fait, on se contrefiche du fait que la deuxième carte est un cœur pour la probabilité que la première soit noire. Donc ça, c'est juste 13 chances sur 52. Et donc, c'est pas la même chose. Peut-être autre chose plus intéressant. Quelle est la probabilité qu'un test de dépistage soit positif? Ah pardon, oui, tout à fait, c'est 26, merci. Heureusement que vous êtes là. Donc c'est pas 13, c'est 26 sur 52. Et donc un autre exemple, ce serait de regarder les tests de dépistage. Quelle est la probabilité que le test soit positif sachant que vous êtes malade? Ça, c'est quelque chose qui se calcule. Vous allez faire votre test de façon à être le plus précis possible et donc à être positif de manière très, très efficace quand vous êtes malade. Attends, j'ai ici Iman qui demande pourquoi c'était 51 et pas 52, parce qu'ici tu as déjà tiré une carte. Donc tu as déjà tiré une carte de ton jeu de cartes. Et donc pour la deuxième, il ne te reste plus que 51 cartes. Donc on ne peut pas comparer la probabilité qu'un test soit positif sachant qu'on a été malade avec la probabilité qu'on soit malade. Sachant qu'on soit malade, sachant que c'est positif. Alors ce qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est ce qu'ils appellent la formule de Bayes. Qui dit quoi? Théodore, tu réponds à Mohamed. Donc je vous laisse y réfléchir parce que si je devais faire ça, je vais peut-être faire une petite vidéo supplémentaire sur cet exemple-ci. Je vous laisse y réfléchir un petit peu. C'est pas évident, hein. C'est ça qui est chouette, c'est que ces trucs-là sont pas évidents. Ils sont pas évidents. Donc je vais peut-être faire une vidéo supplémentaire là-dessus sur le côté parce que j'ai quand même envie d'avancer dans mon cours. Donc
le passage de l'un à l'autre, bah, il est pas facile, et ce passage, il est réglé par la formule de Bayes, qui dit quoi? Bah, qui dit que la probabilité qu'un événement sachant un autre, bah, ça, par définition, c'est la probabilité. Donc là, c'est juste faire la définition, c'est P de A et B divisé par P de B. Donc ça, c'est juste la définition. Puis là, je vais inverser le rôle de A et de B. Donc j'applique la règle des produits. Tout le monde suit? Donc, oh, zut, pardon. Ceci, c'est la définition. Et ensuite, ceci est égal à ça. Bah, de nouveau, c'est la définition ou la règle des produits, c'est comme vous préférez. Allô? Quelqu'un a ouvert son micro. C'est recoupé, parfait. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais avoir ceci. Bon, je vais aller couper les micros de tout le monde. Comment je fais ça encore? Bon, je sais plus comment on fait. Et j'ai perdu le chat. Bon. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez ceci et ça qui sont liés par un coefficient qui est donné par le rapport des deux probas. Ce coefficient-là, il vous permet de régler sans aucune ambiguïté les problèmes de passage, d'indépendance. Est-ce que machin sachant machin, c'est la même chose que si je renverse? Comment est-ce que je peux passer de l'un à l'autre ici? Comment est-ce que je peux faire ce genre de choses? Ce sont des questions compliquées en fait. Ce sont des questions extrêmement délicates en lien avec des notions qui vont beaucoup vous impacter, vous en tant que médecin. C'est causalité, tout ça. Est-ce qu'on peut lier l'influence d'un événement sur l'autre en termes de l'influence de l'autre sur l'un? Et la réponse est apportée par cette belle formule qui est la règle de Bayes qui dit bah oui, tu calcules simplement P de A sachant B, c'est P de B sachant A fois un facteur de proportionnalité qui est donné par le rapport de ces deux trucs ici. Donc par exemple, faisons-le, on va vérifier si ce que je racontais ici était correct. Donc, je vais refaire mon truc ici. Quelle est la probabilité que la première carte soit noire, sachant que la deuxième, je sais plus ce que j'avais mis, sachant que la deuxième est un cœur. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la probabilité que... Il ne faut pas se tromper, c'est la probabilité que la première soit noire et que la deuxième soit un cœur divisé par la probabilité que la deuxième soit un cœur. Donc en fait je pourrais appliquer ma formule de Bayes directement, mais j'ai envie de refaire les calculs. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner que la probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première est noire, fois la probabilité que la première est noire, divisé par la probabilité que la deuxième soit un cœur. Mais cette probabilité-là, elle est compliquée, parce que ça dépend de la première. Donc on recommence. La probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première est noire, fois la probabilité que la première est noire, plus la probabilité que la deuxième soit un cœur, sachant que la première n'est pas noire, fois la probabilité que la première n'est pas noire. Tout le monde suit ce que j'ai fait ici? Donc la règle de Bayes, c'est ça, hein, c'est tout bête. On applique les définitions et puis on décompose les événements. Celui-ci, il est compliqué, donc on applique la loi des probas totales. Et alors on continue. Maintenant, je crois que c'est facile parce que la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première... Non, je vais faire dans l'ordre. J'ai plein de couleurs, comme ça c'est chouette. Ça va être... Je vais enlever ces couleurs-là. Et maintenant on y va. Donc ça va être l'orange. Ça va être rouge. Donc l'orange c'est facile. La probabilité que la première carte soit noire, c'est tout bêtement une chance sur 2. Donc j'ai une chance sur 2, une chance sur 2. La probabilité que la première carte soit... Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Hein. La première carte soit pas noire, c'est aussi une chance sur 2. Donc là j'ai le rouge et l'orange.
La probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première est noire, bah c'est 13 chances sur 51, si je ne me trompe pas. Donc ça, on va mettre en jaune. Ici, c'est la même chose, donc ça va être 13 chances sur 51. C'est juste ce que je raconte pour l'instant? Et la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première n'est pas noire, bah ça, il faut un peu travailler, parce que ce truc-ci, il est un peu hideux. Parce que ça dépend si la première carte est un... Donc on y va. Oh là là. Enfin, vous voyez quoi, vous voyez le... Je vais le faire, hein, mais vous voyez que ça devient vite compliqué, ces trucs-là. Donc la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première carte n'est pas noire, bah ça dépend. Ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai pas été malin. Je vais être plus malin ici. Je vais être plus malin. Donc c'est plus la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première est un cœur, fois la probabilité que la première soit un cœur, plus excusez-moi, je me donne juste un petit peu plus de place, plus la probabilité que la deuxième carte soit un cœur, sachant que la première carte est un carreau, fois la probabilité que la première carte soit un carreau. Est-ce que tout le monde voit ceci? Ouais, donc Marianne, tu as raison, c'est ça que je suis en train de régler. Est-ce que tout le monde voit ma ligne ici? Donc celle-ci. Nickel. Et je crois que maintenant c'est facile. Donc on garde notre 13 sur 51. Oh là là, 13 sur 51 fois 1 demi. On garde en dessous le 13 sur 51 fois 1 demi. Plus la probabilité que la deuxième carte, Margot. Tu demandes pourquoi ça donne ça. Bah, simplement, tu dis pour que la deuxième carte soit un cœur, il y a trois options. Soit la première carte est une carte noire, soit la première carte est un cœur, soit la première carte est un carreau. Et alors tu fais ton tableau avec ces trois options-là. Et il faut faire la différence. En fait, l'ennui, quand j'avais fait ceci, donc ça va vous arriver aussi, hein, je suppose, c'est que quand j'avais fait ceci, cette séparation-ci, donc en regardant noir ou pas noir, c'était pas suffisamment malin parce que pour calculer ceci, je devais encore travailler. On ne pourrait pas faire 1 moins P de cœur 2 sachant N1. Non, parce que tu dois appliquer la règle des probabilités totales. Donc tu dois compenser à chaque fois par la probabilité de l'événement contraire. Donc, enfin, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que tu veux dire, mais ici tu peux pas faire ça. Ça c'est pas 1 moins ça. P de A, donc ça attention. Donc je crois que c'est ça que tu me dis, c'est une excellente remarque parce que c'est tout à fait quelque chose auquel il faut faire attention. Ça, c'est pas ça. D'accord? Parce que tu vois, le complémentaire, il se passe ici. Il se passe dans ce par rapport à quoi on conditionne. Et ça, c'est pourri. Parce que ce par rapport au quoi on conditionne, ça se passe au dénominateur. Et comme vous le savez, la manipulation des dénominateurs, c'est pas très aisé. Bon, et je crois que maintenant on y est. Probabilité de cœur 2, sachant cœur 1, ça c'est 12 chances sur 51 fois 13 sur 52. Et puis ça c'est 13 chances sur 51 fois 13 sur 52. Voilà. Bon. Alors, je rends pas honneur, mais il est déjà 14h10 et je suis encore toujours dans mon chapitre sur les probas. Vous allez faire pas mal d'applications de ceci, surtout de la règle de Bayes, dans les TP et surtout quand vous reverrez les annales des examens des années précédentes. Il y aura une question de Bayes. Donc il y aura du Bayes à l'examen.
C'est même pas est-ce qu'il y en aura, c'est il y en aura. Donc vous aurez une question où vous devrez manipuler du théorème de Bayes à l'examen. Je crois que, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, je crois que j'ai mis des questions d'examen des années précédentes dans le formulaire des TP. TP. Voilà, ici. Alors si je vais voir probabilité dépendance TP2, pardon. Voilà, j'ai mis des questions de l'examen de l'année passée. Est-ce que... Non, je ne vais pas y arriver. Mais allez voir les examens de l'année précédente et vous verrez qu'il y a des questions sur la manipulation des lois de proba totale. Et vous verrez que ça demande pas mal de... Voilà, ça demande... C'est pas simple. Donc ce sont des formules faciles à manipuler. Tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose à retenir. Il y a donc 3 formules. Règle des produits, loi des probabilités totales, règle de Bayes. Il y a 3 formules, mais il faut... Voilà, les manipuler en pratique, c'est loin d'être super simple. Alors ici, j'ai une question de Lina. Je ne comprends pas la transition de cœur 2 sachant N1 à cœur 2 sachant carreau. Je ne comprends pas ta question. Pourquoi n'a-t-on pas pris trèfle ou pique à la place? Ah bah on aurait pu, hein, si tu veux, on aurait pu. J'ai peut-être été trop vite. On aurait aussi très bien pu faire cœur 2 sachant... je ne sais plus dessiner. Sachant pique à la première fois la probabilité de pique à la première, plus la probabilité de cœur 2, sachant même, c'est probablement ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, pour que ce soit un peu plus pédagogique. Sachant trèfle à la première fois la probabilité de trèfle à la première, plus la probabilité de cœur 2, sachant cœur à la première fois la probabilité de cœur à la première, plus la probabilité de carreau 2, sachant... Non, rien à voir. Plus la probabilité de cœur 2, sachant carreau... Je suis désolé. Cœur 2, sachant carreau 1, fois la probabilité de carreau 1. Voilà, ça va? C'est mieux? C'est pas mieux. Ok, c'est mieux. Bon. Alors après, il y a 2 sections dans ce chapitre qui sont chouettes. J'aime bien les raconter, mais on n'a pas le temps. Donc je ferai des petites vidéos. Ça fait pas partie de la matière, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile. Mais elles sont assez intéressantes. La première, en fait, je la fais pas parce que de toute façon, vous allez en manger jusqu'à plus soif sur les tests de dépistage. Voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus, mais ça se lit. C'est tellement bien écrit que ça se lit avec beaucoup de plaisir. La deuxième est vraiment très spéciale. La deuxième est très spéciale parce qu'elle parle d'un phénomène très étrange. Je vais juste vous lire la dernière phrase. On teste une drogue de A contre une drogue B pour guérir une certaine maladie. Il est tout à fait possible que le taux de guérison de A soit meilleur que celui de B dans tous les hôpitaux d'un pays, mais que quand les données sont agrégées au niveau national, le taux de guérison de B est meilleur que celui de A. Donc on peut avoir un pays qui se décompose en plusieurs parties, où dans chacune des parties A est meilleur que B, mais globalement, B est meilleur que A. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus, et là, on les aura à l'examen. Attends, il y a plusieurs choses. Vous pourrez faire une vidéo explicative de la loi de B, s'il vous plaît. Oui, je peux refaire une vidéo si ça vous... Oui, je vais faire une vidéo qui va redétailler tout ça un petit peu. De toute façon, je ferai les corrections de certains exercices de Bayes aussi en vidéo, donc vous aurez pas mal de vidéos là-dessus. Si on n'a jamais joué aux cartes, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas grand-chose à retenir sur les jeux de cartes, il y a juste 52 cartes et on ne fera jamais des règles très compliquées, on ne vous demandera jamais de connaître les règles du poker et tout ça. Est-ce qu'on aura les 2 derniers points à l'examen? Ça veut dire quoi? C'est quoi les 2 derniers points à l'examen? Imaginez des expériences. Oui, tout à fait possible que je vous donne des questions. Pour la théorie, je peux tout à fait vous demander de donner 2 exemples d'événements qui ont telle ou telle propriété. Le truc de dépistage, tu l'auras pas à l'examen. Non. Ou si tu l'as, c'est dans le cadre d'une question, mais il n'y a pas de connaissances à avoir là-dessus.
La drogue est mauvaise pour la santé, consommez-en avec modération s'il vous plaît. Tout à fait, merci Ryan, tu as raison. Alors avec tout ça, on a grosso modo terminé ce chapitre sur les probas. Et je vais couper cette vidéo aussi et en refaire une nouvelle. Donc vous restez en ligne, on fait juste une mini pause de 10 secondes le temps que je fasse des petits réglages et puis on reprend.